Salut à tous, salut à toutes, vous êtes sur After Stade, votre rendez-vous football. Encore 45 minutes pour parler football et surtout on va être beaucoup sur le continent, vraiment l'Afrique, cœur du football. On commence aussi par le sommaire. On va d'abord faire un tour du côté de la Tanzanie à Dar es Salaam où le Cameroun a été sacré champion d'Afrique des moins de 17 ans. Un sacre camerounais face à la Guinée en finale, mais on va surtout revenir sur toutes les suspicions qui ont eu lieu autour de cette compétition, autour de la fraude sur l'âge. Ensuite, direction la Tunisie ou encore l'Égypte avec les compétitions interclubs de la CAF. Il y avait les demi-finales ce week-end, demi-finales en Ligue des Champions et aussi demi-finales en Coupe de la CAF. Il y a eu des buts, du spectacle et surtout beaucoup de suspense avant la manche retour. Ça, c'est pour le menu copieux forcément. Je ne suis pas seul, vous l'aurez deviné. Je suis accompagné aujourd'hui de Lassana Camara de Mauritanie Football. Bonjour Lassana. Bonjour, bonsoir. Un plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. Et notre consultant Terence Ken. Bonjour Terence. Bonjour. De retour aussi. Oui, bonjour Lassana. Alors, messieurs, on a suivi cette CAN des moins de 17 ans en Tanzanie. On a vu de belles choses, hein, donc avec le sacre du Cameroun sur la Guinée en finale au tir au but. Un sacre, on va dire, au bout du suspense un petit peu. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait juger cette édition, Lassana 2019, ce cru 2019? Une édition de bonne facture, on a vu de beaux matchs. On n'a pas eu un bon arbitrage. La CAN était bien organisée. La Tanzanie a montré que c'est un pays à visiter, c'est un pays merveilleux. Donc la mayonnaise a pris au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité des joueurs sur le terrain. On peut dire que c'est une bonne CAN. Mais la CAN a été émaillée par des suspicions. La fraude sur l'âge, sincèrement, c'est un phénomène où la CAF doit prendre des mesures pour essayer d'indiquer ce phénomène-là. La CAF seule ne peut pas faire quelque chose parce qu'il faut que la volonté des États qui vont suivre, parce que la CAF n'a pas de préfecture, la CAF n'est pas un État. Il faut que nos États aident la CAF à indiquer ces phénomènes-là. Les textes IRM, on a vu que c'est n'importe quoi parce que on peut frauder là-dessus. Donc c'est pas facile. Et le fait d'avoir les deux pays qui ont un peu fraudé, qui sont venus en finale, ça a un peu discrédité la compétition. On va revenir plus en détail au fil de l'émission justement sur ces cas de fraude sur l'âge parce qu'il y en a eu beaucoup avant et pendant la compétition. Terence, le Cameroun, vainqueur logique, non, peut-être de cette compétition? Oui, le Cameroun, vainqueur logique. On sait que les Camerounais, dans les catégories des jeunes, avaient un peu disparu des radars. Et là, ils sont revenus. Le Cameroun, c'est un grand pays. C'est un pays qui a toujours sorti ce genre d'équipe-là, donc que ce soit en U20 ou ce soit en U17. Donc le Cameroun est bien revenu dans la compétition après plusieurs années de disette. Et c'est un bon vainqueur malgré les suspicions qu'on peut dire. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que le meilleur a gagné sur cette CAN ou vous voyez une autre équipe qui aurait dû aller au bout? En fait, il y a des équipes qui devraient aller au bout, comme le Sénégal qu'on voyait venir, le Mali. Et Nigeria peut-être. Nigeria cette année ils ont dessus un peu. L'Angola est la révélation de cette CAN en étant troisième. Mais le Cameroun, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jeunes Camerounais remporter une compétition. Ça fait des années. En général, les compétitions des jeunes, c'est pour le Nigeria. Je disais oui, 16 ans après le dernier titre. Après le dernier titre. En général, les compétitions des jeunes, c'est pour le Nigeria ou le Ghana. Le Cameroun a montré qu'ils ont l'ADN de gagner. Quand ils sont en compétition, le Camerounais est un battant, le Camerounais aime la compétition et le Cameroun surprend toujours quand on ne les attend pas, quand on les néglige, quand on les voit venir les mains dans le pantalon. Et le Cameroun est une équipe compétitive. Le meilleur a gagné. Ça rappelle un petit peu la CAN senior de 2017 où personne ne les attend forcément. On parle de deux équipes, vous avez dit, donc Mali, Sénégal, Nigeria. Finalement, les Camerounais, ils ont fait leur bout de chemin, ils vont au bout. Comme on dit souvent, impossible n'est pas camerounais. On a l'impression que les années se suivent et peut-être se ressemblent. On va prendre l'édition de 2017. Oui. On a vu les Lions indomptables du Cameroun qu'on n'attendait pas du tout à Libreville, mais qui ont créé à Libreville au Gabon, la CAN au Gabon, pardon, oui. Et donc qui ont créé la surprise. Les jeunes lionceaux camerounais ont imité les seniors camerounais. Et je crois que comme Lassana le disait, les Camerounais, c'est des redoutables compétiteurs. Ils ont ça dans l'âme, ils ont l'ADN. Ce sont des gagnants. Et aujourd'hui, on est peut-être un peu surpris, mais pas tant que ça. Alors, Cameroun-Guinée, c'était l'affiche de la finale. Deux équipes donc, qui sont allées au bout. Mais aussi, ce sont les deux équipes qui ont fait le plus parler dans la compétition à cause de fraude sur l'âge, beaucoup de suspicions. Avant d'en parler en plateau et d'en débattre, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, on va se faire un rappel des faits avec Harold Montero.
Rarement une Coupe d'Afrique des Nations chez les jeunes n'aura été autant sujet à controverse. Si sur le terrain la qualité de jeu aura plutôt été au rendez-vous, cette édition 2019 de la CAN des moins de 17 ans aura surtout fait parler par les nombreuses suspicions et accusations de fraude sur l'âge. Déjà lors des éliminatoires, le ton avait été donné avec un vaste coup de filet au Bénin, un trafic entre joueurs et membres fédéraux ayant été dévoilé au grand jour, ce qui avait même conduit à des peines de prison pour certains d'entre eux. À la veille de la compétition, de nouveaux tests IRM ont permis de déceler 6 nouveaux cas de fraude sur l'âge, 3 dans les rangs du Cameroun, 2 en Tanzanie et 1 en Guinée, de quoi renforcer un peu plus les soupçons autour de certaines délégations. Et forcément, très vite après les premières rencontres, les premiers recours n'ont pas tardé à intervenir. Le Maroc a ouvert le bal en accusant le Cameroun d'aligner des joueurs bien plus âgés, ce qui a entraîné une passe d'armes médiatique entre les deux camps, jusqu'au dépôt d'une réserve par la partie marocaine. Même son de cloche à l'issue du match entre la Guinée et le Sénégal, 2 joueurs du Sili Junior étant accusés d'avoir dépassé la limite d'âge. Loin d'en rester au stade des accusations, le Sénégal, débouté en première instance par la CAF, a décidé de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. 2 exemples parmi tant d'autres qui sèment un peu plus le doute sur le niveau réel de la compétition et l'intégrité des participants. Au moment où la Confédération africaine de football annonce vouloir en finir avec ce fléau qui continue de gangréner le continent, cette CAN des moins de 17 ans se serait volontiers passée de cette mauvaise publicité qui vient un peu plus la discréditer. Alors, on l'aura vu. Je peux reprendre? Alors, on l'aura vu dans ce reportage d'Aaron Montero. Juste rappel des faits quand même. Avant la compétition, il y a eu 6 joueurs qui ont été recalés lors des tests IRM à la veille de la compétition. Donc, 1 de Tanzanie, 3 du Cameroun, 2 de Guinée. Avant ça, on a vu aussi dans le sujet les 16 arrestations et peines de prison au Bénin. C'était pendant les éliminatoires. Lassana, quelle image est-ce que ça donne des compétitions de jeunes sur le continent? L'image que ça donne, ça veut dire que les compétitions de jeunes africains ne sont pas sérieuses. Parce que ça biaise. On voit des jeunes normalement qui ont 25 ans qui jouent dans des compétitions comme ça. C'est pour cela que des pays comme le Ghana, ça ne décolle pas. Le football ghanéen ne décolle pas. Parce que ce sont des jeunes normalement qui ont 25 ans, 28 ans qui jouent des compétitions de 17 ans. Ils gagnent ces compétitions-là. Après, ça ne va pas loin. Donc là, la CAF doit... Les tests IRM, on a compris que ça reste toujours sujet à caution. Il faut qu'on trouve des solutions avec les États. Il faut que la CAF fasse en sorte qu'un pays comme la Mauritanie, on a un centre de formation de l'académie de la fédération. Ouais. Donc les jeunes qui se rentrent là-bas, ils sont répertoriés, etc. Donc ces jeunes-là ne peuvent pas frauder son âge derrière. Il y a un suivi. En plus, le système en Mauritanie, dès l'instant où tu as sorti une pièce d'identité, quelque part, tu ne peux plus. Il y a ton père, ta mère et tout ça qui sortent. Donc il faut que tous ces pays-là accompagnent les fédérations pour que la fraude cesse. Parce que la fraude, c'est le pays même qui sera victime de ça dans le futur. Donc le football ne peut pas partir en Coupe du Monde ou il ne peut pas aller loin dans le football de ces pays-là. Donc il faut que tous les pays africains aident la CAF à trouver une solution pour que nos compétitions de jeunes soient des laboratoires pour nos équipes nationales. Alors Lassana le disait, il a pris l'exemple du Ghana. C'est vrai, on voit souvent le Ghana... CAN ou même Coupe du Monde aussi, des moins de 17 ans, des moins de 20 ans, faire de bonnes prestations, de bonnes performances. Nigeria aussi également. Mais derrière, on voit ces générations-là qui n'arrivent pas au niveau. Ça explique aussi peut-être ces fraudes-là? C'est expliqué par ces fraudes? Oui, ça peut s'expliquer aussi parce que Lassana vient d'énoncer. Parce que généralement, les États africains et certains pays, malheureusement, c'est vrai qu'il faut aussi dire que ces fraudes-là ne sont pas, c'est pas l'apanage du football africain ou de l'Afrique. Il y a d'autres continents. Il y a en Europe, ça se passe aussi en Amérique du Sud. Mais en Asie aussi, là, on parle du continent africain. Mais il faut dire que c'est l'envie de ces États-là, de ces équipes-là, de gagner tout de suite une compétition qu'on va à la CAN. On veut gagner, mais on ne veut pas gagner sur le long terme. Et c'est pourquoi, notamment, les joueurs ghanéens, certaines générations, ne font pas long feu puisque d'autres ne jouent pas avec leur âge. Alors, la compétition, on l'a vu, a sans doute été entachée d'irrégularités. On a vu donc le recours du Maroc face au Cameroun, le recours du Sénégal face à la Guinée. Du coup, quand on sort d'une compétition comme ça, Lassana, quelle valeur est-ce qu'elle a cette compétition? Quand on dit je suis champion d'Afrique des moins de 17 ans, est-ce que ça a une réelle valeur quand on voit une compétition avec autant de suspicions en fait? Ça a une valeur parce que dès l'instant où on a gagné une compétition, ça reste toujours une compétition. S'il y a des suspicions, les joueurs ne sont en rien. Ce sont les fédérations, ce sont les États, c'est la CAF qui n'a pas peut-être mis tous les moyens pour éradiquer ce fléau. Mais la compétition
il y avait eu un premier tour, il y avait eu un deuxième tour, il y avait eu des demi-finales, il y avait eu la finale. Donc, le jour, ils ont remporté. Les Camerounais, aujourd'hui, sont champions. Oui. C'est pas des champions au rabais, ils sont champions. Après, si une fédération comme le Sénégal voit qu'il y a eu de la fraude, ils ont saisi la CAF, ça n'a pas abouti, la TAS, le tribunal arbitral du sport a été saisi, peut-être là, on aurait des arguments. Mais après, sur le terrain, qu'est-ce que ça va changer? Ils sont déjà champions. Il y aura pas de. C'est vrai qu'on ne va pas refaire une CAN juste pour dire vous avez fraudé, on va refaire tous les matchs. C'est pas possible. Non, je crois que les péripéties qui ont émaillé ce tournoi ne remettent en rien la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Je crois qu'on est tous sportifs, on respecte l'éthique notamment, donc on a le droit de respecter le vainqueur, notamment les Lions indomptables du Cameroun. Mais je crois qu'au-delà de tout, il va falloir peut-être trouver des solutions pour que tout cela ne revienne pas. Mais au-delà vraiment de ce souci-là, on a quand même vu de belles choses. On a vu notamment le meilleur buteur de la compétition, l'Angolais Capita. On a vu aussi le meilleur joueur, le Camerounais Steve Mvoué, qui est un bon joueur. Donc il faut pas aussi que au Cameroun, on parle même de dire que ce jeune-là, il peut intégrer l'équipe nationale pour aller à la CAN. Pour aller à la CAN, alors qu'il est de moins de 17 ans. Mais j'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas aussi que les problèmes qu'on a eus lors de la CAN des cadets remettent en cause notamment les politiques de formation dans certains pays. Je prends par exemple le cas du Sénégal et de la Mauritanie. Donc on ne va pas dire que tout le monde triche en Afrique. Il y a des nations qui sont sérieuses, notamment la Mauritanie. On a vu que les Mauritaniens aujourd'hui sont en Coupe d'Afrique, et avec le Creuset, les joueurs qui sont en train de former pour les futures éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie aura une réserve de joueurs. La Mauritanie pourra compter sur une réserve de joueurs, et notamment le Sénégal. On sait encore que le Sénégal aussi, avec le Sandiamba ou bien Génération Foot. Donc c'est autant d'exemples où des gens qui sont sérieux, mais on ne doit pas jeter l'anathème sur tout un continent à cause de quelques imbéciles. En plus, un pays comme le Sénégal, dans le futur, par exemple, ils n'auront plus ce problème-là. Quand on voit l'Institut Djamba, quand on voit Génération Foot qui est 2 fois champion du Sénégal, on sait que ces jeunes-là seront les prouesses, les promesses de demain. On sait que ces jeunes-là, il n'y a pas de fraude sur l'âge, etc. Il y a un suivi et tout ça. Donc c'est à partir de là, à partir des partenariats avec d'autres clubs en Europe, c'est à partir des partenariats en faisant les fédérations qui mettent des académies. Il faut que la CAF, la Guinée par exemple, ils ont commencé à avoir une académie. Oui. Il faut que tous les pays africains essayent d'avoir des académies. C'est comme ça qu'avec l'aide des États, qu'on arrive à faire quelque chose. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas qu'on crie sur l'Afrique parce que l'Afrique a le dos long ou large. Quand on a un problème, on dit que c'est un problème africain, c'est un problème mondial qu'il faut éradiquer parce que nous sommes complices des clubs européens dans ce problème-là. Parce que c'est eux qui disent aux agents, on veut tel joueur, mais il faut 5 ans de moyens. Donc le problème, quand on était avec Christophe Glaise la dernière fois qui a écrit fraude sur l'âge en Afrique et tout ça, quand on voit son parcours en Espagne ou en France et tout ça, etc., c'est une industrie en place parce qu'ils savent que le joueur africain est moins cher. Donc c'est là-bas qu'on peut pomper. On peut pomper moins cher, on peut pomper à bas coût, on peut pomper comme les gouvernements sont défaillants en changeant les systèmes, en changeant les systèmes que les jeunes peuvent frauder leur âge. Alors, messieurs, on va revenir sur 2 points de cette CAN des moins de 17 ans. Déjà, une sur la victoire du Cameroun et donc aussi les suspicions qu'il y avait sur le Cameroun et la Guinée. Pour l'instant, entre guillemets, pas vu, pas pris. Pour l'instant, comme il n'y a pas de preuves, ils sont présumés champions et finalistes. Pour l'instant, ça n'a pas de souci. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, quelque part, une hypocrisie dans le sens où on le sait que dans les compétitions de jeunes, quasiment tous les pays fraudent, ou du moins essaient, parce que même on le voit, il y a beaucoup de pays qui sont recalés en éliminatoire et en phase finale juste avant les compétitions. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie en disant oui, un tel a triché parce que juste on a perdu et qu'on ne s'est pas fait prendre en attendant? Oui, je vais pas indexer. Un exemple, par exemple, si là le Sénégal qui blâme la Guinée, on découvre demain qu'il y a un joueur de l'équipe du Sénégal qui avait fraudé sur son âge, qu'est-ce qu'il dirait? C'est pas le côté, nous on est clean, ce sont les autres qui sont sales. Non, en fait, c'est comme les policiers et les vendeurs de drogue et tout ça. Ils savent qu'ils font des conneries. Le premier qui s'est fait prendre, quand on l'a vu, on l'a vu. Ouais. Donc tout le monde fraude, comme tu l'as dit. Tout le monde fraude. Mais l'histoire de la Guinée et du Sénégal, c'est que les Sénégalais, ils avaient des arguments aussi. Parce qu'ils connaissaient sur le système. Il y a 2 jeunes qui étaient au Japon, donc ils ont vu le système. Donc avant d'avoir
la réponse du Japon. Donc je pense que la réponse du Japon a un peu traîné, Ouais. que la CAF a donné. Si la réponse du Japon est venue dans les 48 heures, dans les 24 heures, la Guinée allait reprendre la porte. Oui, mais alors pourquoi faire des requêtes après le match et pas avant, quand on a certains éléments en clé? Je veux dire, par exemple, là, prends le cas du Maroc face au Cameroun. Ils jouent le match et c'est après que le président de la fédération arrive et commence à s'épancher dans la presse. Bah, lorsqu'on va à une compétition, bah, si on a perdu, bah, on cherche d'autres moyens de gagner. Si plus qu'il y a un arsenal qui permet de le faire, bah, ils l'ont fait. C'est peut-être des bons, mauvais perdants, mais il faut dire quand même que c'est un problème qu'il faut prendre à la racine. Tout le monde est responsable, comme Lassana le disait. Donc il y a les clubs, il y a les fédérations, il y a les agents de football, mais surtout c'est l'homme qui est placé au cœur de ça. C'est la probabilité. Par rapport au Maroc, c'est scandaleux. Par rapport au Maroc, c'est plus que scandaleux. C'est le vice-président de la CAF qui parle, c'est pas le président de la Fédération marocaine du parle. Donc, il est en train de fusiller son équipe. Donc, s'il y a la fraude à la CAF, si la CAF est défaillante, c'est lui qui est défaillant. Donc, il est au cœur du système. Alors justement, on va continuer avec les fameux tests IRM, les fameux tests que beaucoup d'institutions jugent, reconnaissent du moins actuellement. Ce sont des tests qui quand même ne sont pas fiables à 100%. Il y a une marge d'erreur qui peut aller de 2 à 3 ans, à 3-4 ans. C'est pas rien quand même. Oui, bah, évidemment, le test de maturation osseuse. Il faut dire que ce test-là est apparu dans les années 1931. Donc, c'est un test qui a été fait pour les jeunes Américains, donc en Amérique. Bon, c'est un test qu'on ne peut pas réaliser en Afrique parce que dans chaque continent, il y a des différences physiologiques et physiques. Donc, c'est un test qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire que même d'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue médical, il est remis en cause, même dans d'autres domaines autres que le football. Je crois qu'il faut trouver d'autres moyens que ce test-là. Mais pour l'instant, c'est la seule base sur laquelle s'appuient les instances. Mais Mansour, il y a une grande hypocrisie autour de ces sujets-là. La CAF a eu l'audace de mettre ces tests IRM. Là, il faut reconnaître que la CAF a eu l'audace de mettre ça. Mais imagine demain, un joueur africain qui signe au Real Madrid, qui signe, etc. Pourquoi il ne met jamais de test IRM? Ouais. Il n'y a pas de test IRM dans les clubs européens et tout ça, etc. Ici, en Europe aussi, il y a moyen de frauder. Mais ils ne le mettent jamais parce qu'ils savent que le système est comme ça. Quand ça les arrange, ça les arrange. C'est ça le problème. Donc, s'il y avait des tests IRM, même pour signer à Metz, à Bordeaux, tout ça, etc., ça va changer beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que c'est l'aspect financier qui prend le dessus, surtout. On couvre le reste. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il a tout à fait raison. Les enjeux derrière tout ça sont énormes et tout le monde fait un peu l'hypocrisie. Lorsqu'il y a ces scandales-là, tout le monde crie. Mais derrière ça, bah, il y a beaucoup d'argent qu'on gagne et malheureusement, beaucoup se taisent. Alors justement, ça rejoint peut-être une des questions des téléspectateurs. D'ailleurs, pour rappeler qu'à chaque émission, vous pouvez nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux une fois que vous connaissez les thèmes qu'on vous diffuse sur les réseaux sociaux. Et nous, on y répond en plateau. Et on a sélectionné juste une question cette fois-ci. Et justement, il disait, à qui profitent ces fraudes sur l'âge? Au club. Uniquement? Au club et aux agents. Pas aux fédérations aussi, quand on va à des compétitions comme ça? En fait, les fédérations, ils n'ont le joueur qu'au moment de compétition. S'ils gagnent la compétition, ils ont gagné quelque chose. Ouais. Mais sur le long terme, c'est le club et les agents qui gagnent. C'est donc business vraiment mercantile. Oui, c'est des gros enjeux financiers. On sait ce que le football rapporte aujourd'hui. Donc, d'un point de vue financier, les agents sont gagnants et les clubs sont gagnants. Mais malheureusement aussi, les équipes nationales qui utilisent ces joueurs-là, Et alors, s'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. C'est qui les perdants? Les joueurs eux-mêmes? Les joueurs. Non, le sport. Pour moi, c'est vrai que ce sont des joueurs, mais c'est le sport. Ce que le sport représente en termes d'éthique et d'équité, c'est le sport qui est perdant. C'est sûr. Bon, on va finir sur ces belles paroles, cette première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Vous allez voir, ça va encore beaucoup débattre. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Lassana Camara de Mauritanie Football et notre consultant Terence Ken. Messieurs, on était toujours autour de cette CAN des moins de 17 ans. On a parlé de la compétition. On était dans un débat autour de la fraude sur l'âge qu'on a vraiment, on va dire, élargi à sa globalité. Et juste avant de finir quand même sur cette thématique, on a parlé donc des causes, des conséquences, des gagnants, des perdants. Mais au niveau africain, est-ce qu'il ne faudrait pas de nouvelles échelles de sanctions pour essayer peut-être d'endiguer ce phénomène? On voit par exemple récemment à la CAN des moins de 23 ans, la RDC a été disqualifiée après son match face au Maroc à cause d'un joueur.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ça? Parce qu'on sait que là, par exemple, il y a une sanction possible, c'est une suspension de 2 ans. Mais est-ce que 2 ans, c'est assez quelque part? Ça passe vite 2 ans. Ça passe vite déjà, mais il faut savoir que c'est des jeunes. C'est des jeunes aussi. Quand on fait cette compétition-là, c'est de donner une vitrine à des jeunes Africains pour qu'ils puissent avoir des carrières dans le monde. Donc si on met 2 ans, plus de 2 ans, ça va handicaper beaucoup de jeunes, beaucoup de pays et tout ça. Donc on veut aller loin, mais il faut aller doucement, doucement, petit à petit. Je pense que déjà, le fait d'avoir fait des émissions comme ça, en dévoilant ces genres de trucs, en dénonçant ces pratiques-là, c'est déjà bien. Mais je pense qu'il faut inciter les États à trouver des solutions par rapport aux fichiers nationaux. Ouais. Il faut que la CAF trouve une solution. Il faut une bonne communication. Il faut inciter le club à travailler les fichiers et tout ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Je ne pense pas que la sanction soit adéquate. Parce qu'on avait vu Terence, donc là il y a les fameuses suspensions de 2 ans. Au Bénin, lors des éliminatoires, ils ont carrément mis des peines de prison. Il est où le juste milieu quelque part? Moi, je pense que comme Lassana le disait tout à l'heure, moi, je ne suis pas pour les sanctions. Je suis plutôt pour accompagner les États africains, donc certaines fédérations, encourager celles qui font la formation, encourager les directions techniques des clubs des pays africains en disant qu'il faut mettre en place des véritables structures de formation. Il ne faut pas que la formation elle soit un vain mot. Il faut aujourd'hui éduquer les gens, dire aux familles africaines que le football ne doit pas être un exutoire, quelque chose, un raccourci pour gagner sa vie. Il faut dire que dans le football, on peut jouer au football, mais derrière le football, il faut qu'il y ait des formations aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu des formations sport-études, même si un gamin ne parvient pas à devenir professionnel, mais dans la vie active, il puisse l'intégrer. Donc, il faut qu'on mette ça en place, mais aussi, moi, je parle de ça, c'est la probité morale de toutes les composantes du football. C'est-à-dire que ce soit celui qui est à la mairie, ce soit celui qui délivre le passeport. Ah, ça tombe bien que vous en parlez, Terence. On va prendre l'exemple de beaucoup de pays où on arrive, on perd sa pièce d'identité. On va à l'administration, on dit « j'ai pas de ma pièce d'identité », on donne une nouvelle date de naissance, on a rajeuni de 2 ans. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on a en face de nous l'administration même qui accepte quelque part cette fraude. Bah, disons, non, c'est pas l'administration qui accepte. C'est une personne de l'administration, mais elle représente l'administration. Oui, elle représente l'administration. En fait, c'est tout un système mafieux qui est en place. C'est la corruption. C'est la corruption. Quand il vient, il dit je change de 2 ans, c'est pas comme ça au tête des clients. Il faut quelque chose en dessous de la table. Bien sûr, voilà. Il faut sortir de l'argent, donc il y a la corruption. Donc, mais pour éviter cette corruption-là, donc il faut que les fédérations jouent leur partition. Il faut que la CAF aide les fédérations, les subventionne pour que au niveau des licences, tu ne peux pas changer. Tu peux changer ta pièce d'identité, mais si au niveau de licence, c'est déjà répertorié, tu ne vas plus avoir de licence dans cette fédération. Donc tu ne peux plus sortir. Tu as changé ton âge pour rien du tout. Donc ce sont les fédérations qui peuvent faire le travail. Et vous pensez que ça c'est quelque chose d'envisageable à moyen terme, on va dire, ou il faut encore plus de temps? Non, moi je ne vais pas quantifier le nombre d'années, mais je crois qu'il faut faire prendre conscience à tout le monde. Il faut que ceux qui délivrent les documents, notamment les passeports ou les cartes d'identité, il faut qu'il y ait un sérieux au niveau de l'état civil des individus. Il faut que ceux qui dirigent le football comprennent que ils doivent défendre, le football représente, notamment le sport représente les valeurs d'équité, de probité morale. Il faut qu'on applique ça, ça passe par là. Terence, il a de belles valeurs, mais il a oublié qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont faim et que devant un billet, ils peuvent malheureusement fermer les yeux sur beaucoup de choses, non? Mais en fait, ce n'est pas seulement une question de probabilité morale. En fait, là, tu as ton fils qui a 21 ans. On lui dit qu'il doit signer à Bordeaux. Mais il faut que le club de Bordeaux exige qu'il enlève 3 ans, sinon il ne va pas partir à Bordeaux. Il y a la carrière de l'enfant qui est là. L'enfant n'est pour rien. C'est un système mafieux qui en fait, c'est le système qui s'impose aux gens. Donc, face à ce système-là, tu ne peux pas avoir de probabilité morale. Ce n'est pas parce qu'on t'a corrompu, etc. C'est le système qui veut, tu le prends ou tu ne le prends pas. Et si tu ne le prends pas, tu es dans la poubelle. Non, mais je comprends parfaitement ce que Lassana dit. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même dépeindre cet environnement où on pense que tout le monde est voleur en Afrique. Ouais. Moi, je vais quand même véhiculer d'autres valeurs, de dire que c'est pourquoi... Non, attention, on ne dit pas que tout le monde est voleur en Afrique. Non, mais je crois que, je veux dire ici, qu'il faut qu'on comprenne qu'au-delà du football, si on ne réussit pas dans le football, on peut réussir dans autre chose. Mais malheureusement, ces femmes, que ce soit les familles, les agents de football, les agents de joueurs, les clubs,
tout le monde veut gagner à l'instant T parce qu'on voit ce qu'on doit gagner. Mais je dis qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait véritablement des politiques de formation, de la vraie formation, qui part par exemple de 8 ans, de 6 ans, donc de la découverte, de la préformation à la formation. Si on arrive à mettre ces choses en place, je vous dis que ce genre de phénomènes vont tendre à disparaître. Si on arrive à mettre ça, la préformation, la formation et tout ça, que le club européen, les clubs américains travaillent avec les clubs africains, comme le Sénégal est en train de partager avec Génération Foot, avec Jambar. Quand on voit Jambar, il y a des jeunes qui n'ont pas réussi, qui ont fini à Sciences Po. Qui n'ont pas réussi, mais qui ont fini à Sciences Po. Donc, du coup, il faut que les médias aussi ont leur partition à jouer en montrant ces genres d'exemples pour dire que le football, ça peut amener à tout. Donc, en faisant ça, en travaillant d'arrache-pied avec les fédérations, avec la CAF et tout ça, tout le monde doit être concerné par ces sujets-là parce qu'il voit de l'avenir de l'Afrique. La formation, le salut de l'Afrique passera par la formation, par l'éducation et le football a un rôle à jouer. Alors on va dire formation, éducation et suivi aussi surtout. Oui, et également que faire prendre conscience aux parents que malgré tout, il faut que les fédérations comprennent qu'on peut désormais pratiquer le football et vivre du football en Afrique. Il faut par exemple citer les exemples de Oroya, du tout-puissant Mazembe, de l'Espérance de Tunis. Il faut que ces modèles-là fassent école en Afrique aussi. Terence, il m'a lancé parfaitement pour la deuxième partie de cette émission parce qu'on va attaquer les compétitions interclubs. Et justement, il sera question de l'Espérance, du TP Mazembe et des autres clubs. On va garder la même espérance. Voilà, vous l'avez compris. Donc, c'était ce week-end, messieurs, demi-finale de Ligue des Champions de Coupe de la CAF. On va d'abord découvrir le tableau donc, des résultats des deux demi-finales en Ligue des Champions. Le Wydad Casablanca s'était imposé face au Mamelodi Sundowns 2-1. Et de son côté, l'Espérance Tunis s'est imposé à domicile face au TP Mazembe 1-0. Alors, on voit que c'est encore serré, qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se jouer lors des matchs retour. Ensuite aussi, il y a eu la Coupe de la CAF avec le club sportif sfaxien qui a gagné 3 fois la compétition, qui a battu la Renaissance sportive de Berkane. Et aussi Zamalek d'Égypte qui a battu l'Étoile du Sahel 1-0. Là aussi, léger avantage sans doute pour le CS sfaxien, mais on sent que ce sera encore un essai pour le retour parce que ce sera au Maroc. Et forcément, l'Étoile du Sahel à domicile contre Zamalek, il y aura un match. Messieurs, déjà, moi j'ai envie de dire, pour une fois, on a pu voir des matchs diffusés, on a pu voir du beau football. Surtout en Ligue des Champions. La CAF, ça a changé maintenant. La Ligue des Champions africaine, sincèrement, ça draine maintenant. Les joueurs sont des joueurs valables. L'arbitrage est au haut niveau. Sincèrement, c'est une compétition maintenant qui plaît. Ça joue bien. Ça commence à prendre. Ça commence à prendre. La mayonnaise commence à prendre pour cette compétition. Sincèrement, on se plaît à regarder cette compétition. On ne veut plus voir ce qu'on a vu à la finale aller à l'Espérance l'année dernière. Mais je pense qu'on aura de beaux matchs retour parce que c'est indécis. Vous en avez pensé quoi, vous, Terence, de ces affiches en demi-finale? Je crois que c'est les deux affiches, notamment les deux premières demi-finales de la Ligue des Champions. Ouais. Bon, on va parler de la Ligue des Champions, c'est vrai que la compétition de la CAF, mais la Ligue des Champions, c'est un peu la vitrine du football africain au niveau des clubs. Je crois que, comme Lassana le disait, on a vu une belle compétition, une belle retransmission, un arbitrage correct, notamment l'arbitre, celui qui officiait le match de Mamelodi Sundowns contre le Wydad de Casablanca. Donc, c'était vraiment un bon match. Tactiquement, c'était bien. Le niveau, l'intensité, l'esprit était vraiment... les matchs retour promettent. Et je crois que pour cette compétition, moi, je suis très heureux parce que ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu des telles rencontres à ce niveau-là, notamment en demi-finale. Surtout, on rappelle, en Ligue des Champions, les 4 demi-finalistes sont les 4 derniers vainqueurs de la compétition. Est-ce que ça veut dire que quelque part, maintenant, les gros... assument leur statut. Assument leur statut. Il faut une élite du football africain. Comme en Europe. Comme en Europe. Quand on voit le TP Mazembe, qui va représenter toute l'Afrique centrale, l'Espérance de Tunis qui va représenter toute l'Afrique de Nord avec le Wydad de Casablanca, quand on voit le Mamelodi Sundowns qui va représenter l'Afrique australe, on voit que toute l'Afrique est représentée dans cette compétition-là et dans chaque coin du continent, il y a des clubs phares. C'est pour cela que demain ou après-demain, quand un Gabonais est bien dans le championnat gabonais, il va directement au TP Mazembe. Donc il faut que l'Afrique ait ces passerelles-là pour arriver loin. Donc je pense que la CAF, ils ont compris avec l'arbitrage, parce qu'on est arrivé là
parce qu'on a commencé à assainir l'arbitrage, on a commencé à sanctionner lourdement les arbitres fraudeurs. Avant, c'est le club receveur qui payait l'arbitre. Ouais. Maintenant, ce n'est plus le club receveur, le club, etc. qui paye, c'est la CAF qui paye directement les arbitres. Ça a changé tout. Alors, messieurs, on va continuer. Quand même, juste pour rappeler que sur les clubs, les 8 clubs donc, qui sont en demi-finale, il y en a 7 qui sont... Non, je ne dis pas de bêtises, pardon, non. Sur les 8, il y en a 7 exactement qui sont d'Afrique du Nord. Il y a quand même une grosse domination des clubs du Maghreb. Et notamment, il y a eu un classement récent des championnats. Donc, c'était de l'IFFHS. Donc, en 1, championnat marocain. En 2, la Tunisie. En 3, la RDC. En 4, l'Égypte. Ça prouve aussi l'hégémonie et la domination du Maghreb, non, du football maghrébin. Oui, c'est pas contestable. On sait qu'ils ont des championnats qui sont bien organisés. On sait que la qualité de vie y est. Oui. On sait aussi que c'est des clubs qui ont des gros budgets. On sait également qu'ils évoluent dans un environnement où ils ont des staffs techniques d'un certain niveau. Et je crois que c'est un peu normal de voir ces clubs-là à ce niveau-là. Alors, mais qu'est-ce qui fait... Mansour, quand tu vois l'Espérance de Tunis, qui vient de fêter ses 100 ans cette année, donc ça veut dire qu'il y a une histoire. Il y a tout dans ce club-là. Ils ont tout. Ils ont tout. Donc, le club maghrébin, ça fait longtemps qu'ils sont dans le football, ça fait longtemps qu'ils sont organisés, et le pays y participe et tout ça. Donc, il faut qu'on essaye d'avoir, par exemple, un pays comme le Sénégal, d'arrêter de vendre des joueurs dans la même saison. Un club vend 16 joueurs. Ouais. Donc, il faut qu'on essaie d'harmoniser ça pour avoir des clubs structurés comme le TP Mazembe, comme l'Espérance de Tunis. Mais alors, pourtant, vous dites que voilà, certes, les clubs maghrébins, ils ont une longue histoire. On voit Al Ahly, des clubs centenaires comme Espérance, tout ça. Mais, je veux dire, on a connu la SEC aussi. C'est pas un petit club, la SEC. Oui, c'est vrai qu'on a connu la SEC comme Lassana le dit. La SEC d'Abidjan, à chaque fois qu'ils ont eu des pépites, ils ont vendu leurs joueurs. Oui. Mais si on prend le cas de l'Espérance des Tunis, mais il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de venir sur le vieux continent pour gagner leur vie. Ça veut dire c'est quoi le problème? Parce qu'on voit justement souvent les joueurs d'Afrique subsaharienne aller jouer au Maghreb. C'est une question de salaire ou c'est une question de structuration des championnats? Non, les joueurs africains, un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire ou un Camerounais qui quitte le Cameroun pour venir jouer à l'Espérance de Tunis ou à l'Étoile de Sahel, il veut partir en Europe. Ouais. C'est un passerelle pour venir. La porte d'entrée. Porte d'entrée pour venir en Europe. Tout à l'heure, tu parlais de la SEC d'Abidjan. La SEC d'Abidjan était mort, c'était un club mort. Avec le projet de Jean-Marc Guillou qui est venu, qui a formé des jeunes. Ces jeunes-là, ils sont devenus une équipe. Toute une équipe est devenue une équipe comme l'Ajax d'Amsterdam. Mais 2 ans plus tard, ils ont vendu tout le monde. Après, le projet, il est mort. Mais justement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les clubs maghrébins, donc comme... Quand on voit Al Ahly, recordman de titres en Ligue des Champions, on voit l'Espérance qui est toujours dans le dernier carré. Qu'est-ce qui fait que ces clubs-là ont cette longévité-là qu'on n'arrive pas à avoir les clubs d'Afrique subsaharienne? Moi, je crois que c'est une question de culture. Les joueurs du Maghreb ont une culture de jouer chez eux. Mais par-dessus tout, ils ont des bons salaires, ils ont une qualité de vie qui est là. Ils ont des structures adéquates, semblables à l'Europe, à certains clubs européens, sinon mieux. Et je crois que les joueurs qui évoluent en Afrique au sud du Sahara, pour certains n'ont pas toutes ces conditions-là. Et donc, des fois, ils migrent vers le Maghreb pour évidemment se retrouver en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ces investissements-là qui sont mis en place pour garder ces joueurs et rendre les championnats et les clubs plus compétitifs? En fait, nous, en Afrique de l'Ouest, par exemple, les gens, ils deviennent présidents de clubs pour s'enrichir. Ils n'ont pas beaucoup de moyens déjà. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition. Ils viennent pour s'enrichir. Au Maghreb, par exemple, à l'Espérance de Tunis, ce sont des dirigeants de grosses structures pétrolières. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont soutenus par un système de sponsoring qui est là. Donc il y a tout un système qui fait que même si le président de la fédération il est défaillant, le président du club est défaillant, il y a le circuit qui est là. Donc s'il n'y a pas de sponsoring dans nos pays, comme le Sénégal, comme le Mali, tout ça, etc., nos clubs ne peuvent pas aller loin. Comme Lassana le dit, il a tout à fait raison. Parce que même quand ces sponsors-là viennent, c'est parce qu'ils savent que dans ce football-là, dans ces compétitions-là, il y a une certaine visibilité. Ouais. Et derrière, il y a un profit à tirer. Et donc, il faut que ceux qui sont en Afrique, au sud du Sahara, pour certains, comprennent que le professionnalisme, comme je l'ai dit dans une précédente émission, c'est d'abord un état d'esprit. Et qu'aujourd'hui, quand on est en Ligue des Champions, c'est une compétition qui est lucrative ouais. Et qu'on peut gagner beaucoup d'argent et que
le football en Afrique, il faut le développer afin que les gens puissent réellement vivre du football. Et les clubs du Maghreb l'ont compris. Alors, du coup, est-ce que quelque part, le TP Mazembe et maintenant Oroya, dans une moindre mesure, qui est en train de monter, ce ne sont pas les arbres qui cachent la forêt? Non, Oroya de Conakry, c'est autre chose. C'est le président, Antonio Soare, qui a beaucoup d'argent, qui met son argent personnel et ils sont sponsorisés par ses propres sociétés. Donc, c'est l'argent personnel qui est là. Donc, imagine demain, si Antonio Soare n'est pas là, il n'y a rien derrière, le projet tombe tout seul. Donc, il faut que nos clubs trouvent des moyens de subsistance en ayant de gros sponsors, avec de grosses compagnies pétrolières. Total, par exemple, une société Total, par exemple, entre guillemets, sponsorise la CAF. Donc, il faut accompagner le football africain en étant des sponsors de clubs et tout ça. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui devraient accompagner le football de clubs. Si on arrive à avoir ça au Sénégal, au Mali, au Cameroun et tout ça, ça va sortir. Alors, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un risque que si ça n'arrive pas, il y a une hégémonie des clubs maghrébins qui vont continuer de dominer peut-être le football continental? Oui, l'hégémonie du football marocain est partie pour durer. Maghrébin, pardon. Le football du Maghreb, merci Mansour, est parti pour durer si derrière, les autres clubs ne suivent pas, malheureusement. Et du coup, alors, on fait comment à ce moment-là? On fait comment? Il y a des clubs comme Mamelodi Sunday, c'est en Afrique du Sud, ils ont les moyens. Oroya, un peu de moyens, mais le TP Mazembe tient tête à ces clubs-là parce qu'ils ont un président qui a de l'ambition, qui a de l'argent. Donc du coup, je pense que 2 ou 3 clubs vont toujours essayer de passer dans les mailles du filet, comme le Bayern le fait en Europe. Donc c'est avec ça qu'on peut, le salut viendra de là. Et moi je pense que j'aimerais revenir sur quelque chose, parce qu'au-delà de l'hégémonie du foot des clubs du Maghreb sur les compétitions africaines, des compétitions des clubs en Afrique, il faut dire que dans les années 80-90, il y a des pays, je peux par exemple prendre l'Ashanti Kotoko de Koumassi, le Petrosport du Gabon, le Djoliba, le Canon de Yaoundé, par exemple, les clubs camerounais, le Stade Malien. Ils étaient ultra présents. C'était des clubs qui avaient un certain modèle, mais derrière, ça n'a pas suivi. Ils ont malheureusement disparu. Ils ne se sont pas adaptés à l'ère du temps. Ils ne se sont pas adaptés au professionnalisme. Ça veut dire que quoi? C'est la vision des dirigeants qui n'a pas été bonne, ou c'est structurel? Je pense que c'est un tout, parce qu'il y avait des sociétés qui accompagnait ce football-là parce qu'il était populaire. Je me rappelle par exemple les coupes de l'UFOA, la coupe de la CEMAC, c'était des trophées qui avaient une valeur symbolique qui était au-delà de celle que la Coupe d'Afrique a aujourd'hui. Mais malheureusement, elle est partie, donc le côté populaire, festif qu'il y avait autour de ça est un peu parti et a disparu, et aussi les annonceurs, les sociétés ne peuvent pas venir sponsoriser quelque chose où derrière il n'y a pas de rentabilité. Je pense qu'il faut repartir sur ces bases-là. Ces clubs-là ont une histoire, ces clubs-là ont un parcours, il faut peut-être interroger l'histoire pour essayer de mieux avancer au présent. Du coup, Lansana, est-ce que c'est envisageable d'ici quelques années de revoir, on va dire, des clubs d'Afrique de l'Ouest qui redeviennent forts, des clubs d'Afrique centrale qui redeviennent forts, pour, on va dire, peut-être ramener plus d'hétérogénéité? Oui, c'est possible. Un club au Sénégal, par exemple, un club comme le Djaraf, c'est une institution normalement. Donc il faut que les anciens joueurs de ces clubs-là se mettent ensemble, trouvent des sponsors, etc. pour faire revivre ces genres de clubs. Comme le Stade Malien, par exemple, comme la SEC d'Abidjan, le Canon de Yaoundé de l'autre côté. Donc le salut, le travail doit venir. Il faut que les anciens joueurs, quand on voit l'Ajax d'Amsterdam aujourd'hui, toute l'équipe, le directeur sportif, Marco Vermars, Van der Sar et tout ça, ce sont les anciens joueurs qui sont là. Mais nous, on a l'impression que nos anciens joueurs, nos anciennes stars du football africain, dès l'instant où ils raccrochent les crampons, tournent le dos à l'Afrique. Soit les fédérations ne font pas appel à eux, soit les clubs, etc., soit ils n'ont pas envie d'investir. C'est ça le problème aussi. Alors, messieurs, juste avant de conclure, on va finir quand même par une petite touche ludique sur les pronostics. Là, on a vu les demi-finales, donc allez. Votre pronostic pour l'affiche de la finale de la Ligue des Champions? Finale de la Ligue des Champions, TP Mazembe contre Wydad. Donc ça veut dire que Mazembe renverse l'Espérance Tunis. Et Coupe de la CAF? Coupe de la CAF, Sfax. Sfax contre Zamalek ou Étoile du Sahel? Contre Zamalek. Contre Zamalek. Et Terence? Oui, les mêmes pronostics, parce qu'il faut quand même dire qu'au niveau du match Wydad contre Sundowns, depuis 2017, le Wydad de Casablanca n'a jamais perdu un match retour
en match retour ou aller contre le Mamelodi Sundowns et également le tout-puissant Mazembe. Je crois que le match du tout-puissant, la victoire de l'Espérance de Tunis, ils doivent s'en méfier parce qu'on se rappelle encore de la déculottée mémorable 5-0 lors de la finale de la Ligue des Champions. Je crois que les Tunisiens sont aguerris et je crois que l'équipe de Mazembe me paraît un peu poussive cette année, notamment avec Trésor Poutou. Lorsqu'on réussit à museler Trésor Poutou, le TP Mazembe est moins bien. Je crois que le salut de Mazembe passe par Poutou. Mais je vois l'espérance Poutou a démontré cette année que c'est un joueur extraordinaire. Quand tu vois son match contre la Ligue, c'est un joueur quand il veut, il dit que c'est un jour de grand soir, de grand événement. Ce jour-là, il ne devrait pas avoir cette carrière-là. S'il était un peu sérieux, il devrait finir dans un grand club européen. Mais le problème, c'est qu'il est intermittent du spectacle au niveau de son sérieux. En tout cas, vous l'aurez compris, Trésor Poutou a peut-être la clé du TP Mazembe pour la finale entre ses pieds. Messieurs, merci pour votre participation. Nous, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.